Il n'est pas nécessaire de rappeler que les États-Unis sont un pays d'une grande dureté. Nous sommes prêts à aller très très loin pour obtenir ce que nous voulons. Et il y a un décalage énorme entre, d'un côté, le discours sur les droits de l'homme et de l'autre, les politiques réelles. Tout ce que faisaient les États-Unis visait à provoquer une invasion de l'Ukraine. Il y avait de nombreuses issues possibles. Il aurait été très facile pour les États-Unis d'éviter cette guerre. La chose la plus importante aurait été que les États-Unis déclarent clairement que l'Ukraine ne rejoindrait jamais l'OTAN. Ils auraient ensuite pu retirer toutes les forces américaines, britanniques et autres troupes de l'OTAN présentes en Ukraine à ce moment-là pour former les soldats ukrainiens et réaffirmer que l'Ukraine serait considérée, au moins par l'Occident, comme un État neutre. Dans ce cas, il n'y aurait pas eu de guerre, pas d'invasion, et cela aurait suffi. Mais je pense que les États-Unis voulaient cette invasion pour la même raison que nous voulions celle de l'Afghanistan. Bienvenue à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous pour World Affairs in Context. Je suis votre animatrice, Lena Petrova. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir le professeur David Gibbs, historien à l'Université d'Arizona et l'un des grands spécialistes de la politique étrangère américaine, des relations internationales et de l'économie politique. Ses recherches portent sur des sujets allant des conflits dans les Balkans à l'Afghanistan, en passant par l'élargissement de l'OTAN et l'évolution plus large de la politique étrangère des États-Unis. Il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages influents, dont le plus récent s'intitule « La révolte des riches », comment la politique des années 70 a creusé le fossé des classes en Amérique. 70s widened America's class divide. Definitely check it out. I will link it in the description below. Today we will discuss the current geopolitical landscape, the war in Ukraine, the legacy of U.S. interventions in Afghanistan and elsewhere, and what this experience can actually teach us about the major conflicts and wars and power struggles shaping the world today. Merci beaucoup d'être avec nous. Je suis vraiment ravie de cette conversation et de vous avoir parmi nous. I'm so thrilled for this conversation and to have you on the program. Merci de m'avoir invité, Lena. Professor, much of your work has examined Professeur, une grande partie de vos travaux porte sur la manière dont la politique étrangère des États-Unis est élaborée et sur la façon dont le soutien du public est mobilisé pour les interventions à l'étranger. Pourriez-vous nous parler brièvement de la question de la légalité de ces interventions, puisqu'elles sont devenues, en pratique, un élément central de la politique étrangère américaine depuis la fin de la guerre froide, mais aussi déjà avant cette période? as well as prior to the end of the Cold War too. Oui, depuis 1945, la principale manière dont les États-Unis ont influencé les affaires mondiales, c'est par l'intervention secrète, le plus souvent menée par la CIA. Il y a d'ailleurs un excellent livre sur le sujet, publié assez récemment, qui s'appelle « Covert Regime Change », écrit par Lindsay O'Rourke. C'est sans doute, à ma connaissance, le récit le plus détaillé qu'une chercheuse ait produit jusqu'à présent. Et je pense qu'il faut insister sur un point. L'intervention secrète est généralement préférée à l'intervention ouverte. L'intervention ouverte, c'est quand les forces américaines débarquent, drapeau au vent, soldats en uniforme. Ça s'est fait au Vietnam, ça s'est fait en Corée. Mais je crois que ce n'est pas la méthode privilégiée parce qu'il y a toujours le risque d'une opposition du public. Et si vous le faites en secret, avec la possibilité d'un déni plausible, le public n'a pas besoin d'être impliqué du tout. Le public n'a pas à montrer, disons, son vilain visage. Vous n'avez pas à gérer les complications de la démocratie. Vous pouvez simplement agir unilatéralement et dissimuler toute l'affaire. Et c'est pour l'essentiel comme ça que ça s'est fait. Sur le plan de la légalité, l'ingérence étrangère est totalement illégale.
Les États-Unis sont signataires de la Charte de l'Organisation des États américains, entrée en vigueur en 1951. Elle a été en grande partie rédigée par les États-Unis et elle interdit formellement toute intervention étrangère, toutes les formes d'ingérence dans les affaires intérieures d'autres pays. C'est une interdiction absolue, formulée de manière très ferme. Les États-Unis sont liés par ce traité en tant que signataires. Donc toutes les interventions qu'ils ont menées, y compris les opérations secrètes, ont été totalement contraires à ce traité et donc illégales. Il y a aussi un autre point important. Pour ceux qui prennent la peine de lire la Constitution américaine, il y a une clause qui dit que les traités sont la loi suprême du pays. Autrement dit, ils ont une valeur juridique sur le territoire national. Violer un traité comme la Charte de l'OEA revient donc à violer la Constitution. Maintenant, les tribunaux n'ont pas appliqué cette disposition et à ma connaissance, ils ne se sont même pas prononcés sur la question. Mais cette clause existe bel et bien dans la Constitution, visible pour quiconque la lit. En conséquence, toutes ces interventions constituent des actes illégaux au regard du droit américain. C'est intéressant que vous mentionniez le travail de Lindsay O'Rourke, parce qu'en préparant cette interview, je me suis justement penchée sur ses recherches. Elle a identifié 64 opérations secrètes de changement de régime soutenues par les États-Unis entre 1947 et 1989, ainsi que 6 changements de régime ouverts menés, comme vous l'avez dit, par une intervention militaire directe. Depuis la fin de la guerre froide, beaucoup d'observateurs estiment que ces méthodes n'ont pas disparu, mais qu'elles ont plutôt évolué. Elles sont devenues plus sophistiquées. Et bien sûr, le coup d'État du Maïdan, orchestré par la CIA en Ukraine, en est aujourd'hui l'exemple le plus récent et malheureusement l'un des plus tragiques. Pouvez-vous nous parler de ce coup d'État du Maïdan et nous expliquer comment il s'inscrit dans la politique étrangère américaine plus large, en matière de changement de régime des gouvernements jugés trop indépendants à travers le monde? Oui, en 2014, il y avait en Ukraine un gouvernement élu dirigé par Viktor Yanukovych, qui était, on peut le dire, plutôt proche de la Russie. L'Ukraine était depuis longtemps divisée entre une partie Est et Sud, tournée vers la Russie, et une partie centrale et Ouest, tournée vers l'Union européenne et l'OTAN. Yanukovych semblait favoriser le camp pro-russe en Ukraine et orientait sa politique étrangère vers Moscou. Et il y a eu un soulèvement contre lui en 2014. C'était un mouvement intérieur à Kiev, mais il ne fait aucun doute qu'il a été fortement soutenu par les États-Unis. À tel point que, même si on ne connaît pas toute l'histoire, on sait publiquement que la secrétaire d'État adjointe pour les affaires eurasiatiques, Victoria Nuland, était ouvertement aux côtés des manifestants qui réclamaient la démission de Yanukovych, leur distribuant des biscuits, pour bien montrer qu'ils avaient leur soutien. C'est déjà très significatif en soi, le fait que la principale superpuissance mondiale veuille que vous renversiez votre gouvernement. C'est une incitation très forte à le faire. En plus, on a maintenant une conversation interceptée, publiée mot pour mot par la BBC, entre Victoria Nuland et Geoffrey Piatt, je crois que c'est son nom, qui était l'ambassadeur des États-Unis en Ukraine. Et dans cet échange, ils discutaient ouvertement d'une intervention américaine pour renverser le gouvernement et en installer un nouveau. Yanukovych a été renversé. Il a fui juste avant qu'une bande ne tente peut-être de le lyncher ou quelque chose du genre. Il s'est réfugié en Russie, et tout ça constituait un changement de régime complètement illégal au regard de la constitution ukrainienne. Il n'y a rien dans la Constitution qui dise qu'une foule peut chasser le président du pays. Et pourtant, c'est en substance ce qui s'est passé. Dans le contexte de cet événement, le département d'État et l'ambassade des États-Unis
discutaient de la manière dont ils allaient en gros mettre en place un nouveau gouvernement en Ukraine. Et ils le faisaient de façon assez audacieuse. Enfin, pas publiquement. C'était secret, mais la conversation a été interceptée, probablement par les Russes, et la transcription a été rendue publique. On peut la consulter aujourd'hui sur la BBC et dans beaucoup d'autres médias. Jeffrey Sachs, un économiste très connu de l'Université Columbia, qui a conseillé à de nombreuses reprises, sur plusieurs années, à la fois les gouvernements russes et ukrainiens, se trouvait à Kiev peu de temps après le renversement. Et il a parlé publiquement du fait que des responsables américains se vantaient auprès de lui de tout ce qu'il faisait, en gros, pour influencer les événements en Ukraine pendant cette période. C'était clairement une ingérence étrangère et totalement illégale au regard du traité de l'OEA. Encore une fois, les États-Unis sont liés par un traité qui interdit ce genre d'action, mais nous l'avons fait quand même. Et je pense que c'était un moment très important parce que cela a mis l'Ukraine sur la voie de la guerre. Immédiatement après, la Russie a annexé la Crimée, où environ 90% de la population parle russe. Puis une guerre civile a éclaté dans l'est de l'Ukraine, dans ce qu'on appelle la région du Donbass, où la minorité russophone qui vivait là voulait faire sécession de l'Ukraine. Elle combattait l'armée ukrainienne avec le soutien de la Russie. Et donc, une guerre civile a éclaté en 2014, ce qui a posé les bases plus tard de l'invasion russe en 2022. Et rien de tout cela ne se serait produit si les États-Unis n'avaient pas aidé au renversement du gouvernement ukrainien. C'était donc clairement un événement majeur. Mais il y a aussi un autre point, plus large bien sûr, c'est l'élargissement de l'OTAN, qui à mon avis est une cause encore plus profonde de l'invasion russe. Mais j'aimerais un instant pour voir traiter une rage avos to third pour les gains. Non, c'est absolument passionnant. Et j'aimerais vraiment que vous continuiez, parce que je pense que c'est très important. Très souvent, les gens écartent ces arguments que vous venez de nous exposer, simplement parce qu'ils les entendent de la part de quelqu'un qui n'est pas originaire des États-Unis. Mais je crois que c'est essentiel d'entendre cela de la bouche d'un chercheur américain, quelqu'un qui a étudié la question en profondeur et qui comprend l'ensemble du phénomène d'interventionnisme, ainsi que l'impact que cela a eu sur des gouvernements démocratiquement élus, par exemple celui de Viktor Yanukovych en Ukraine en 2014. C'est ça, oui. Je pense que les gens ont tout à fait raison de condamner l'invasion russe de 2022 comme une violation de la Charte des Nations Unies, parce que c'en était une. C'était pas vraiment un cas clair de guerre défensive. Il y avait des aspects défensifs, bien sûr, mais je ne pense pas que cela atteignait le niveau d'une guerre défensive au sens strict. Donc oui, c'était bien une violation de la Charte de l'ONU. Et les gens ont raison de la condamner pour ça. Mais ils ignorent l'intervention américaine qui l'a précédée. Et plus important encore, ils passent sous silence le fait que, de toute évidence, les États-Unis cherchaient à provoquer une guerre. En réalité, l'intervention de l'OTAN a été un élément déterminant dans cet événement. Les États-Unis avaient promis à Gorbatchev, en fait, ce n'était pas seulement les États-Unis. Les États-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France avaient tous promis à Gorbatchev, en 1990, qu'il n'y aurait pas d'élargissement de l'OTAN vers les anciens États communistes d'Europe de l'Est. Cela a été répété à plusieurs reprises et de manière très claire. Il existe d'ailleurs une montagne de documents à ce sujet. Ceux que ça intéresse peuvent consulter les archives de la Sécurité nationale à l'Université George Washington, où se trouvent les documents dans lesquels ces promesses ont été faites. Elles ont d'ailleurs été faites publiquement, je précise. Et tout cela faisait partie d'un accord donnant-donnant au moment où l'Allemagne s'apprêtait à être réunifiée.
L'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest allaient être réunies en une seule Allemagne. Les États-Unis voulaient clairement que cela se fasse. L'Allemagne de l'Ouest aussi. Et l'Union soviétique, grâce à son droit de veto au Conseil de sécurité, était en position de bloquer cette réunification. Ce qu'elle comptait faire pour plusieurs raisons, notamment, je pense, les craintes traditionnelles des Russes vis-à-vis des Allemands, pour des raisons historiques évidentes. Alors, un accord a été proposé. Si la Russie, enfin l'Union soviétique à l'époque, acceptait la réunification de l'Allemagne, il n'y aurait pas d'élargissement de l'OTAN vers les anciens États communistes d'Europe de l'Est. L'Union soviétique avait accepté cela. Elle avait permis la réunification, elle ne l'avait pas bloqué au Conseil de sécurité. Puis les États-Unis ont commencé à violer cet accord, à se préparer à intégrer, et finalement à intégrer, les pays d'Europe de l'Est dans l'OTAN, à partir de 1999. Il y a eu plusieurs vagues d'adhésion, et en 2008, on a annoncé que l'Ukraine rejoindrait l'OTAN. Les Russes ont déclaré que cela n'arriverait pas. Ils ont vu cela comme une menace pour leur sécurité. Et je pense que c'est vraiment la principale raison pour laquelle nous avons une guerre aujourd'hui. L'insistance des États-Unis pour que, tôt ou tard, l'Ukraine rejoigne l'OTAN. Je pense que la Russie a considéré cela comme intolérable. Lors d'une interview en 2022, Hillary Clinton a de manière assez célèbre qualifié la guerre en Afghanistan de guerre par procuration menée par les États-Unis, en quelque sorte. Elle n'a pas utilisé ces mots exactement, mais c'est bien ce qu'elle voulait dire. Elle a expliqué, en substance, que les États-Unis devaient terminer le travail qu'ils avaient commencé en Afghanistan. Comme les États-Unis avaient directement armé et financé les moudjahidines afghans qui résistaient aux Soviétiques, elle semblait faire un parallèle avec le fait que l'Occident arme et finance aujourd'hui le régime de Zelensky pour, selon elle, achever cette mission. Professeur Gibbs, pouvez-vous nous expliquer cette comparaison et nous donner une vision plus large de la façon dont cela s'inscrit dans cette logique historique, celle de vaincre une grande puissance rivale et dans la compétition entre les États-Unis et d'abord l'Union soviétique, puis la Russie? Je pense que ce qu'on a ici, c'est le parallèle historique le plus proche qu'on puisse trouver, et vraiment un parallèle très net avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est la guerre entre la Russie et l'Afghanistan dans les années 80, commencée en 1979. C'est un parallèle très fort, et il est reconnu à Washington. Hillary Clinton y a fait explicitement référence. De ce point de vue, elle a sans aucun doute raison. C'est un parallèle troublant, parce qu'on dispose aujourd'hui de beaucoup de nouvelles informations sur l'invasion soviétique de l'Afghanistan, qui mettent en évidence ce qu'on ignorait à l'époque, à savoir que les États-Unis ont délibérément provoqué cette invasion et ont travaillé très activement pour qu'elle ait lieu. Alors, laissez-moi vous expliquer, enfin, est-ce que je m'arrête là ou est-ce que je retrace un peu l'histoire? Vous voulez poser des questions avant que je continue? Non, j'aimerais beaucoup entendre parler de l'histoire, parce que ça va poser le contexte pour comprendre ce qui se passe en ce moment en Ukraine, je pense. Oui. Alors, ce qu'on a ici, c'est que l'Afghanistan était neutre pendant la guerre froide. Il n'appartenait à aucun des deux blocs. On pourrait dire que c'était un peu comme la Finlande avant qu'elle ne rejoigne l'OTAN. Un pays neutre, mais avec une certaine orientation pro-soviétique dans sa politique étrangère. Ces officiers militaires étaient formés pour la plupart dans des académies soviétiques et ils achetaient des armes soviétiques. L'Union soviétique était aussi le principal fournisseur d'aide économique. Mais les soviétiques n'avaient pas vraiment d'influence significative sur la politique intérieure afghane.
Et à en juger par les documents diplomatiques des États-Unis, de 1945 jusqu'à l'invasion soviétique, plusieurs éléments ressortent clairement. L'un des points, c'est que l'Afghanistan n'avait aucune valeur stratégique pour les États-Unis. Plus tard, quand les Soviétiques ont envahi le pays, on a soudain déclaré que c'était l'un des endroits les plus stratégiques de la planète. C'était une invention, une pure invention. Parce que depuis 30 ans, les documents de politique étrangère américaine répétaient sans cesse, décennie après décennie, que l'Afghanistan est trop isolé, trop montagneux et qu'il n'a aucune importance stratégique pour les États-Unis. En revanche, il est important pour l'Union soviétique parce qu'il est à sa frontière et que les Soviétiques se préoccupent toujours de ce qui se passe à leurs frontières. Mais pour les États-Unis, ce n'est d'aucun intérêt. Un personnage intéressant ici, d'ailleurs, qui a joué un rôle majeur dans l'invasion, c'est Zbigniew Brzezinski. C'était un politologue à l'université Columbia et plus tard conseiller à la sécurité nationale du président Carter. Il a joué un rôle central dans l'invasion soviétique, comme on va le voir. Mais avant ça, c'était un universitaire, un chercheur en sciences politiques, et il a beaucoup publié. Et, autant que je puisse en juger, il ne faisait pratiquement aucune mention de l'Afghanistan. Le pays n'apparaissait tout simplement pas dans ses livres. J'ai trouvé une seule référence en passant. Il énumérait une série de pays qui avaient voté d'une certaine manière à l'Assemblée générale, et dans cette liste, l'Afghanistan figurait. À part ça, je n'ai trouvé aucune autre mention de l'Afghanistan. Donc, c'est une façon d'affirmer clairement que, selon Brzezinski, l'Afghanistan n'avait aucune importance stratégique. Ce qui est intéressant, c'est que plus tard, Brzezinski soutiendra au contraire que c'est un pays d'une importance stratégique vitale. On voit donc quelque chose d'assez révélateur. L'Afghanistan a été, en quelque sorte, inventé comme pays stratégique quand cela arrangeait bien. Mais en réalité, c'était une construction, une pure invention. Si on regarde les faits sur le long terme, il est évident que cette affirmation ne tient pas. En résumé, à la fin des années 70, aux États-Unis, il y a eu une énorme campagne de lobbying menée par les néoconservateurs, le mouvement néoconservateur soutenu par les fabricants d'armes. L'une des plus grandes campagnes de lobbying de l'histoire, dont l'objectif était d'augmenter le budget militaire. Après le Vietnam, le budget militaire avait été réduit parce que la confiance du public dans l'armée était très faible. Et il y a eu une forte réaction contre cela, surtout de la part des élites de la politique étrangère. Et ça a commencé à avoir un vrai impact. Un acteur majeur dans cette campagne de lobbying, c'était Zbigniew Brzezinski. Il appartenait clairement au camp néoconservateur. On peut dire que sous la présidence Carter, il y avait d'un côté des lobbyistes extérieurs qui poussaient depuis l'extérieur, et de l'autre, Brzezinski, qui poussait de l'intérieur, pour une forte augmentation des dépenses militaires. Et une chose à savoir sur les néoconservateurs, c'est qu'en privé, ils disaient « j'ai vu leurs documents à Stanford, j'ai consulté leurs papiers personnels ». Ils parlaient d'un moment Pearl Harbor. Ils disaient « il nous faut quelque chose qui choque le public, un choc aussi fort que Pearl Harbor, pour qu'ils finissent par accepter l'idée d'augmenter les dépenses militaires ». Et ce moment de type Pearl Harbor, c'était l'invasion soviétique de l'Afghanistan. Alors, qu'est-ce qui a provoqué ça? Bon, encore une fois, dans les documents, dans les années 50 par exemple, il y avait un texte qui posait la question « Que se passerait-il hypothétiquement si les Soviétiques envahissaient l'Afghanistan ?» Et la réponse était « L'Amérique ne ferait rien vraiment, parce que l'Afghanistan n'a aucune valeur stratégique. » C'est ce qu'il disait. Très bien. Mais à ce moment-là, ils voulaient une grande crise. Alors ils ont transformé l'Afghanistan en quelque chose qui n'avait jamais été. Un pivot stratégique du monde. Et la première chose qu'ils ont faite, c'est d'inventer l'idée, et oui, c'était vraiment inventé,
que l'Afghanistan avait une importance stratégique. Brzezinski disait même ça en privé pour influencer des gens dans l'administration qui ne connaissaient rien à l'Afghanistan. Et il le disait aussi. Mais l'une des choses qu'il faisait, c'était d'essayer de pousser les Soviétiques à envahir. L'Afghanistan, pour des raisons très complexes, a connu en 1978 une prise de pouvoir par le Parti communiste local, probablement sans soutien direct de Moscou. Les Soviétiques n'ont jamais eu confiance dans le Parti communiste afghan. Ils les voyaient comme une bande de têtes brûlées, disons-le comme ça. Et quand ils ont pris le pouvoir, les communistes ont fait exactement ce que les Soviétiques redoutaient. Ils ont aliéné toute la population. Il y a donc eu un immense soulèvement populaire contre les communistes, mené par les Afghans eux-mêmes, surtout dans les zones rurales. Une véritable guerre civile a éclaté. Les Soviétiques, à contre-cœur, ont commencé à apporter une aide au Parti communiste, parce qu'ils craignaient l'émergence d'un gouvernement islamiste extrémiste à leurs frontières. Mais ils ont refusé d'envoyer des troupes. Et si on regarde les documents déclassifiés, ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois les documents américains et les documents soviétiques. On a les deux maintenant. Et ce qu'ils montrent, c'est pratiquement la même chose. Les Soviétiques étaient suppliés par le Parti communiste afghan d'envoyer des troupes soviétiques. Mais les Soviétiques refusaient sans cesse d'en envoyer. Au sein du comité central soviétique, il y a eu une réunion où des hauts responsables ont dit « Si on envoie des troupes, on devra tirer sur des civils afghans et ce serait catastrophique. On ne veut pas faire ça. Ce serait très mauvais pour notre image dans le monde. » Alors ils ont décidé de continuer à fournir des armes et de la formation aux communistes afghans et à leur armée, mais sans envoyer de troupes. C'est intéressant parce que publiquement, Brzezinski disait que les Soviétiques adoreraient occuper l'Afghanistan, que c'était exactement ce qu'ils voulaient faire. Mais c'est complètement faux. Les Soviétiques, c'était la dernière chose qu'ils voulaient. Et d'ailleurs, il faut le préciser, les responsables américains envoyaient depuis Kaboul des rapports de renseignement qui insistaient sur le fait que les Soviétiques ne voulaient pas envoyer de troupes, qu'ils ne contrôlaient pas la situation en Afghanistan. Ils essayaient au contraire de freiner les communistes afghans. La figure principale à ce moment-là, c'était Hafizullah Amin. C'était le numéro 2 du parti, mais en réalité, c'était lui le véritable moteur du mouvement. Il était ministre des Affaires étrangères et c'était aussi le principal partisan d'un changement rapide et profond vers le communisme. Les Soviétiques insistaient sur le fait que l'Afghanistan n'était pas prêt pour le communisme. Mais Hafizullah Amin, lui, voulait passer tout de suite au communisme. Et les Soviétiques détestaient Amin, vraiment intensément, et c'est très clair dans les documents. Il n'avait aucun contrôle sur l'Afghanistan. Brzezinski le savait parce qu'il lisait les rapports des services de renseignement. Mais publiquement, il affirmait que les Soviétiques contrôlaient l'Afghanistan. Il exagérait complètement la situation. Il gonflait la menace en exagérant le niveau de contrôle soviétique et l'intérêt de Moscou à occuper le pays. Et la raison, c'est qu'ils avaient besoin d'une crise. Ils avaient besoin d'une crise pour convaincre l'opinion publique d'augmenter les dépenses militaires. Je vais m'arrêter un instant. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Non, c'est absolument fascinant. Et tu viens de me rappeler ce livre magnifique que j'ai lu récemment de Khaled Hosseini. Il s'intitule « 1000 soleils splendides » et il se déroule en Afghanistan pendant le soulèvement dont tu viens de parler. L'histoire traverse ensuite toute la période de l'invasion soviétique et s'arrête, je crois, juste avant l'invasion ou l'occupation américaine. Et c'est passionnant parce que si je comprends bien, les Moudjahidines n'étaient pas un groupe unifié. C'était plutôt plusieurs groupes qui ont été, d'une certaine manière, encouragés
par le rôle des États-Unis en Afghanistan, par le financement et l'armement de ces factions radicales capables de résister à l'occupation soviétique. C'est bien ça? Oui, il y avait un groupe d'Afghans qu'on appelait collectivement les Moudjahidines, les guerriers saints, qui combattaient les soviétiques, surtout au nom du nationalisme afghan, mais aussi au nom de l'islam. Vous avez tout à fait raison. Il y avait 6 groupes différents. Ils n'étaient pas du tout unis. Et entre nous, ce n'étaient pas des gens très sympathiques. Très peu de héros sont sortis de cette histoire. Le principal dirigeant s'appelait Gulbuddin Hekmatyar. Il avait un terrible passé de torture et de répression au sein même de son organisation. Il était aussi profondément impliqué dans le trafic d'héroïne, ce que les États-Unis savaient. Et pourtant, on le présentait comme un grand héros, alors qu'il n'en était rien. Je pense qu'à la fin de la guerre, tout le monde a reconnu qu'il était tout simplement épouvantable. Mais nous l'avons soutenu parce qu'il tuait des soldats russes. Mais en tout cas, il y avait là-dedans un fort élément de propagande. L'une des choses, la beauté de l'Afghanistan, si on peut dire, l'une des raisons pour lesquelles ce pays était parfait pour amplifier la peur du public face aux soviétiques, c'est que personne ne savait rien de l'Afghanistan. C'était le pays le plus obscur de la planète. Il n'y avait pratiquement aucune information indépendante sur l'Afghanistan. Il y avait très peu d'experts sur le sujet, et la plupart, je soupçonne, travaillaient sans doute pour la CIA, discrètement. Et puis en économie, il existe un concept qu'on appelle l'ignorance optimale, qui veut dire que la plupart des gens ignorent la plupart des choses, la plupart du temps. Et ça, c'est un vrai problème pour la démocratie. Parce que l'idée même, c'est que les citoyens sont censés voter en se basant sur l'information. Vous savez, on vote pour le parti au pouvoir si on aime ce qu'il fait, et on le renvoie s'il ne nous plaît pas. Le problème, c'est qu'en réalité, on ne sait pas vraiment ce qu'ils font. On ne sait pas vraiment ce qui se passe parce qu'on manque d'informations. Qui savait vraiment quelque chose sur l'Afghanistan? Presque personne. Donc c'était parfait. C'était l'endroit idéal pour tromper le public. Et cette tromperie ici était essentielle. Créer un moment à la Pearl Harbor, quelque chose qui choquerait tellement l'opinion publique qu'elle accepterait l'idée d'une hausse massive des dépenses militaires, ce qu'ils ont obtenu. Maintenant, un mot de plus sur l'Afghanistan. Au départ, les guérilleros moudjahidines ne combattaient pas les troupes soviétiques. Ils combattaient l'armée communiste afghane. Au départ, c'était une armée nationale, soutenue par des armes et une formation soviétique, mais sans troupes soviétiques. En d'autres termes, il y a eu une prise de pouvoir communiste en 1978 qui a duré environ 1 an et demi. C'était alors une affaire interne. Puis en décembre 1979, les Soviétiques ont réellement envahi le pays. Ils ont envoyé une force de commando, et la première chose qu'ils ont faite, c'est d'assassiner Hafizullah Amin, le chef du Parti communiste à ce moment-là. Hafizullah Amin était d'abord le numéro 2, mais il a fini par devenir le numéro 1. Quand les Soviétiques ont envahi, la première chose qu'ils ont faite, c'est de tuer Amin, ce qui montrait clairement qu'ils ne l'aimaient pas du tout et qu'ils ne le contrôlaient certainement pas. L'une des raisons pour lesquelles ils ont envahi le pays, enfin, on reviendra sur les raisons de cette invasion, mais... Ensuite, ils ont occupé le pays pendant 9 ans, avec environ 100 000 soldats. Et leur justification reposait sur 2 points. D'abord, selon eux, les Soviétiques avaient toujours voulu occuper l'Afghanistan. C'était un objectif stratégique de longue date. Et la raison, c'est qu'ils considéraient l'Afghanistan comme un point stratégique essentiel. C'est la porte d'entrée vers le golfe Persique et vers l'océan Indien. En envahissant l'Afghanistan, les Soviétiques cherchaient à affaiblir l'Occident en prenant pied dans ces zones cruciales, surtout le golfe Persique.
Et tout le monde sait, bien sûr, que le Golfe Persique possède les plus grandes réserves de pétrole au monde, à l'époque comme aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment ce qu'ils faisaient. C'était ça, leur argument. Encore une fois, le problème, c'est qu'on a 30 ans de documents qui affirment qu'Afghanistan n'avait aucune valeur stratégique pour les États-Unis. Le pays est trop montagneux, trop éloigné du Golfe Persique, et il ne représente en rien une menace pour cette région. 30 ans de documents qui le disent noir sur blanc. Les propres écrits de Brzezinski le confirment, puisqu'il mentionne à peine l'Afghanistan. Et maintenant, tout à coup, on recrée un Afghanistan qui n'a jamais existé, présenté comme le pivot stratégique du monde. C'est une pure invention. Ensuite, on a affirmé que les Soviétiques voulaient envahir l'Afghanistan à cause de son importance stratégique. Or, on sait maintenant que non seulement ça a été fait à contre-cœur, mais que ça a été provoqué par les États-Unis et délibérément provoqué par les États-Unis. Parlons-en un peu. Les Soviétiques devenaient très paranoïaques à propos de deux choses. D'abord, Hafizullah Amin était au pouvoir, et c'était la personne en qui les Soviétiques avaient le moins confiance parce qu'ils le voyaient comme un facteur de déstabilisation. En plus, il avait été étudiant aux États-Unis et avait brièvement participé à une organisation étudiante qui avait des liens avec la CIA. Du coup, certains soupçonnaient encore qu'il pouvait être lié à la CIA. Je ne pense pas que ce soit le cas, d'ailleurs, mais les Soviétiques étaient vraiment très paranoïaques à ce sujet. Et quand il a pris le pouvoir, juste avant l'invasion soviétique, il a commencé à parler avec l'ambassade des États-Unis, dans le dos des Soviétiques. Et il a aussi commencé à dire publiquement qu'il faudrait peut-être diversifier les sources de soutien étrangers de l'Afghanistan. Les Soviétiques ont interprété ça comme un signe qu'il envisageait de s'éloigner d'eux pour se rapprocher des Américains. Et cela a coïncidé avec un autre événement. Le 3 juillet 1979, les États-Unis ont pour la première fois commencé à fournir une aide directe aux guérilleros moudjahidines. Officiellement, cela a toujours été nié. On affirmait que cette aide n'avait commencé qu'après l'invasion soviétique. Mais aujourd'hui, on sait que les États-Unis, par l'intermédiaire de la CIA, ont commencé à livrer de petites quantités d'aide aux moudjahidines 6 mois avant l'invasion. Et les États-Unis devaient comprendre qu'en agissant ainsi, ils allaient considérablement renforcer la paranoïa de l'Union soviétique et donner l'impression que les États-Unis cherchaient délibérément à déstabiliser l'Afghanistan pour accéder à une zone située aux frontières soviétiques. C'est comme ça que les Soviétiques voyaient les choses. Aujourd'hui, on sait que les États-Unis l'ont fait intentionnellement. Et on le sait parce que Brzezinski s'en est vanté plus tard. Plusieurs éléments le montrent. D'abord, il a été interviewé en 1998 par le magazine français Le Nouvel Observateur. L'entretien original était en français, mais je l'ai traduit en anglais. Vous pouvez le trouver sur mon site. Et dans cette interview, Brzezinski a affirmé, avec insistance, qu'il avait été le principal défenseur de l'aide américaine aux Moudjahidines et qu'il avait vaincre une invasion soviétique. Mais il l'a fait quand même, et il a bien montré qu'il était ravi de l'invasion. Il l'a répété encore et encore. Il disait qu'il les avait attirés dans le piège afghan. C'est exactement ce qu'il a dit. Il les a attirés dans le piège afghan. Autrement dit, ils étaient réticents à intervenir, mais lui voulait qu'ils interviennent. Et ça, c'est en totale contradiction avec tout ce qu'il disait publiquement, et même avec beaucoup de choses qu'il disait à ses collègues, à savoir qu'il avait été choqué par l'invasion, que c'était un revers majeur pour les États-Unis, une énorme menace pour la sécurité américaine, publique comme privée. En réalité, et il le dit très clairement, il voulait que l'invasion ait lieu.
parce qu'ils ne la voyaient pas comme une mauvaise chose, mais comme une bonne chose, pas comme un handicap stratégique pour les États-Unis, mais comme un atout stratégique. Selon lui, ce serait une façon de se venger du Vietnam. Il voulait donner aux Soviétiques leur propre Vietnam. De la même manière que nous avons été humiliés au Vietnam, il voulait qu'ils soient humiliés en Afghanistan. Il y avait aussi une autre raison qu'il n'a pas, je crois, mentionnée. Cela offrait un bon prétexte pour augmenter les dépenses militaires. À mon avis, c'était là l'objectif principal. Je voudrais ajouter qu'il y a eu de gros efforts de la part de nombreux universitaires pour essayer de nier que cette interview ait jamais eu lieu. Mais ce n'est pas crédible. D'abord, le Nouvel Observateur est l'une des publications les plus prestigieuses en France. C'est peut-être, si vous voulez, l'équivalent ou le pendant de la New York Review of Books aux États-Unis. C'est perçu de la même façon en France, et il est vraiment difficile de croire qu'ils auraient inventé ça. Brzezinski, des années plus tard, a affirmé qu'il avait été mal cité, mais c'est très peu probable. En plus, cela a été confirmé. Et la manière dont ça a été confirmé, c'est qu'au moment de l'invasion, la personne qui a informé Brzezinski de l'invasion, le 24 décembre 1979, c'était son principal aide militaire, le lieutenant-général William Odom. William Odom l'a donc averti de l'invasion, et il a ensuite raconté que Brzezinski avait levé le poing en signe de triomphe en disant « Ils ont mordu à l'hameçon ». C'est sans équivoque, ils ont mordu à l'hameçon. Et ça correspond parfaitement à ce qu'il a dit dans son interview avec le Nouvel Observateur. Donc on a deux sources différentes là-dessus. Plus tard, Odom l'a raconté à Jonathan Haslam, un historien de l'université de Cambridge, qui l'a ensuite rapporté dans son livre. On a donc deux sources distinctes qui disent pratiquement la même chose sur ce que Brzezinski disait et faisait. Enfin, Brzezinski a publié ses mémoires en 1983, où il a exprimé de façon assez formelle des regrets à propos de l'invasion, mais en disant qu'elle avait aussi un aspect positif. Et le côté positif, c'est que ça lui a permis de défendre plus efficacement la ligne dure en politique étrangère qu'il a toujours soutenue. Parce que ça a complètement changé l'atmosphère. Ce qui, encore une fois, montrait bien que c'était une bonne chose, pas une mauvaise. Donc je pense que ces trois sources, l'interview dans le magazine français, les déclarations au général Odom et celles qu'il a faites dans ses mémoires, vont toutes exactement dans le même sens. Elles montrent à la fois une provocation et un sentiment de satisfaction, même de contentement, face à l'invasion. Cette invasion n'était pas une menace stratégique pour les États-Unis. Elle était perçue comme un avantage stratégique pour les États-Unis. Et les déclarations publiques affirmant le contraire étaient fausses. Dr. Gibbs, est-ce qu'on peut dire que la guerre en Afghanistan est devenue en quelque sorte un modèle de guerre par procuration, comme celle menée contre la Russie en Ukraine? Et si c'est bien le cas, si cette comparaison est juste, comment ce modèle est-il utilisé aujourd'hui? Eh bien, je pense qu'il y a plusieurs aspects. D'abord, la question de la provocation de l'invasion. Il ne fait aucun doute, d'après les faits, que les États-Unis ont provoqué la Russie à envahir l'Ukraine. Les États-Unis voulaient cette invasion. Je crois que l'idée américaine, c'était de détruire l'économie russe avec des sanctions. On avait une très haute opinion de notre capacité à écraser des économies par les sanctions. Et on pensait vraiment pouvoir anéantir l'économie de la Russie, pousser Poutine hors du pouvoir et faire de la Russie un État vassal, en gros un vassal coopératif. Il y a même eu, je crois, en dehors de l'administration, des discussions sur la possibilité de démanteler la Russie en plusieurs morceaux. Et ce sujet est encore évoqué aujourd'hui. Kaja Kallas, la responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, en pratique,
La ministre des Affaires étrangères de l'Union en a parlé comme d'une possibilité. C'est un discours incroyablement agressif d'ailleurs quand on parle de démanteler un pays. Imaginez si la Russie parlait de diviser les États-Unis en morceaux. Et pourtant, c'est bien ce qu'on entend ici. Je pense que l'idée à la base, c'était de provoquer l'invasion. Tout ce que faisaient les États-Unis visait à pousser la Russie à envahir l'Ukraine. Il y avait pourtant de nombreuses portes de sortie. Il aurait été très facile pour Washington d'éviter cette guerre. La chose la plus importante aurait été que les États-Unis déclarent clairement que l'Ukraine ne rejoindrait jamais l'OTAN. Ils auraient ensuite pu retirer toutes les forces américaines, britanniques et autres troupes de l'OTAN présentes en Ukraine à ce moment-là pour former les soldats ukrainiens et réaffirmer que l'Ukraine serait considérée, au moins par l'Occident, comme un État neutre. Et il n'y aurait pas eu de guerre, pas d'invasion. Et ça aurait suffi. Mais je pense que les États-Unis voulaient cette invasion pour la même raison que nous voulions celle d'Afghanistan. Je crois que la principale, c'était qu'on pensait pouvoir écraser la Russie. On pensait que ça nous donnerait le prétexte pour le faire, que ça sortirait la Russie du cercle des grandes puissances et que ça enverrait un avertissement à la Chine. Si on peut faire ça à la Russie, on peut aussi te le faire. Et ça devait réaffirmer la puissance américaine pour des décennies. Je pense que c'était ça le plan. Mais ça n'a pas marché, évidemment. Les sanctions n'ont pas fonctionné. Au fait, vous savez, beaucoup partent du principe que l'économie russe est en crise. En réalité, c'est pas vrai. Vous pouvez vérifier ces faits. Il suffit d'aller sur le site du Fonds monétaire international et vous verrez que l'économie russe n'est pas en crise. Elle devrait même connaître une croissance cette année. Faible, certes. Je crois que c'est un peu plus d'1%, mais une croissance quand même, cette année et l'an prochain. Il n'y a rien, dans les chiffres du FMI, qui laisse penser qu'une crise économique est imminente en Russie. Mais je pense que depuis longtemps, l'objectif a été de provoquer une crise dans l'économie russe et d'écraser les Russes sur le plan économique. L'idée, à l'époque, c'était que l'occupation de l'Afghanistan avait contribué à la chute de l'Union soviétique, que le fait de devoir mener une vraie guerre en Afghanistan avait été suffisamment éprouvant pour les Russes, à la fois en pertes humaines et en coûts économiques, pour que cela participe à la fin du système soviétique. Il y a peut-être du vrai là-dedans. Ce n'est pas très clair. Disons que c'est possible. Oui, que ça ait joué un rôle. En tout cas, c'est une idée largement répandue, du moins à Washington, dans les cercles officiels, on le croit. Et je pense qu'ils ont voulu faire quelque chose de similaire ici. Que la pression de la guerre en Ukraine, combinée aux sanctions, conduise à la fin de la Russie comme puissance rivale des États-Unis et de l'Allemagne, et peut-être même à l'éclatement du pays. Je pense que c'était bien le plan. Encore une fois, l'Afghanistan servait clairement de modèle. Je ne crois pas qu'il y ait le moindre doute là-dessus. On peut d'ailleurs vérifier les chiffres. Si on regarde les dépenses militaires de la Russie, le chiffre clé, c'est la part des dépenses militaires dans le PIB. Actuellement, on est à 6,5% du PIB. C'est pas si élevé pour un pays en guerre nerf, et je doute que ce soit un niveau que la Russie ne puisse pas maintenir dans le temps. 6,5%, économiquement, c'est pas si haut. Donc je ne pense pas que la stratégie américaine ait fonctionné, ni qu'elle fonctionnera. Mais malgré tout, c'était bien ça la stratégie. Prendre l'Afghanistan comme modèle pour provoquer la fin de la Fédération de Russie, du moins sous sa forme actuelle. Tout comme le désastre afghan avait entraîné la chute de l'Union soviétique. Oui, je pense que c'était le plan. Et bien sûr, les sanctions économiques jouent aussi un rôle très important dans la politique étrangère des États-Unis.
Les États-Unis ont sanctionné Cuba, le Venezuela, la Syrie, l'Iran. L'Iran est sous sanction depuis 47 ans. Et pourtant, le pays a réussi à résister à la pression, à créer un système alternatif de règlement financier et à continuer de commercer avec d'autres nations en développant ainsi de nouveaux liens économiques. Vous savez, le rôle des sanctions semble viser la société de l'intérieur pour tenter de la déstabiliser de l'intérieur. Et cela, en fin de compte, contribue à déstabiliser le pays et à renverser un régime qui n'est pas aligné sur les États-Unis. Et c'est bien ce qui semble être l'objectif en Iran. En Syrie, ça n'a pas fonctionné et ça n'a pas non plus marché avant que Bachar el-Assad ne soit renversé, en quelque sorte, par un ancien terroriste de l'État islamique sur la tête duquel il y avait une prime. Mais en Russie, les choses ne se sont pas passées de cette façon. Pourquoi, selon vous, cela n'a-t-il pas fonctionné comme les responsables de la politique étrangère américaine l'avaient prévu ou espéré? Et pourtant, on voit l'Union européenne essayer d'imposer toujours plus de sanctions contre la Russie, alors que, comme vous l'avez dit, il existe des preuves montrant qu'une vingtaine de séries de sanctions n'ont pas donné de résultats. Et d'ailleurs, certains affirment même que ces sanctions se sont retournées contre l'économie européenne. Eh bien, je dirais que ce qu'on voit en Europe en ce moment, c'est une forme d'irrationalité. Ce qu'ils font est totalement irrationnel. Penser qu'un nouveau paquet de sanctions, encore un, puis encore un, pourrait changer quoi que ce soit à ce stade, c'est de la pure fantaisie. À mon avis, une grande partie de ce qui se passe en Europe aujourd'hui, encore plus qu'aux États-Unis, relève du fantasme, et d'un fantasme très dangereux, très imprudent. Mais je veux quand même mentionner, à propos de la question plus large des sanctions, qu'il y a eu une étude publiée dans une revue médicale britannique, The Lancet. Je crois que c'est considéré comme la principale revue médicale du Royaume-Uni. Ils y ont fait une analyse statistique des effets des sanctions américaines sur la santé, sur une période de 50 ans. Je crois qu'ils ont mesuré ça depuis le début des années 70 jusqu'à presque aujourd'hui. Ils ont découvert que les sanctions, ce qu'ils appelaient des sanctions unilatérales imposées surtout par les États-Unis, tuaient environ 500 000 personnes par an. Sur 50 ans, cela représente un total d'environ 28 millions de morts. C'est un chiffre absolument extraordinaire. Et rien qu'à partir de ce nombre, on pourrait dire que les États-Unis sont le pays dont la politique étrangère a été la plus meurtrière depuis 1945. Rien qu'avec les sanctions, sans même parler des guerres ou des opérations secrètes, les États-Unis ont causé la mort de plus de personnes, dont l'immense majorité d'ailleurs sont des civils. Et parmi eux, un très grand nombre d'enfants, surtout des tout-petits et des nourrissons, dont le système immunitaire est fragile. Ce serait donc le pire bilan humain de toute politique étrangère menée par un pays depuis 1945. Même l'Union soviétique, y compris en Afghanistan, n'a jamais atteint un tel niveau de pertes humaines. Vous savez, l'idée des États-Unis est intéressante. Moi, je suis citoyen américain. Je fais la différence entre la politique américaine et le peuple américain. Et je pense qu'il faut regarder ce que la politique américaine a fait de manière froide et objective. C'est d'une violence extraordinaire. Et vous savez, d'une certaine façon, je ne suis pas un partisan de Trump, pour des raisons, je crois, assez évidentes. Mais j'apprécie sa franchise verbale. Ce que je trouve plus problématique, c'est quelqu'un comme Tony Blinken, qui parle sans relâche d'un ordre fondé sur des règles, de droits humains, et ainsi de suite. C'est très difficile de prendre cela au sérieux quand les États-Unis ont un tel passé, celui d'avoir encouragé la mort de masse à cette échelle, tout en se présentant comme les garants d'un ordre fondé sur des règles.
Absolument. Et bien sûr, la Yougoslavie est un autre exemple qu'on ne devrait pas écarter parce que c'est encore un cas où l'OTAN, en tant qu'entité, a joué un rôle dans la destruction d'un pays et dans le déclenchement d'une violence extrême. Des choses vraiment horribles, terribles. En ce moment, je lis un livre de Michael Parenti qui s'intitule Killing a Nation, et c'est un récit incroyable de ce qui s'est réellement passé, de toute la mort et la destruction que les politiques de l'OTAN et celles des États-Unis en tant que chefs de l'OTAN ont provoqué en Yougoslavie. Et bien sûr, on voit ce même schéma se reproduire dans d'autres pays aussi. Eh bien, j'ai moi-même écrit un livre sur la Yougoslavie, et c'est une longue histoire, très complexe. Disons de manière générale que je suis d'accord avec votre analyse, avec ce que vous avez présenté, mais je voudrais faire une remarque précise. On n'a pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas entrer dans les détails, mais ce point-là est important. En 1999, les États-Unis sont entrés en guerre contre la Serbie à cause de la répression au Kosovo. Là encore, on a présenté ça comme une guerre pour les droits de l'homme. Mais en réalité, ce que ça a fait, c'est aggraver massivement le nombre de morts. Et les États-Unis ont saboté un accord négocié qui était presque conclu parce qu'ils voulaient la guerre. C'est très bien documenté. Et quand la Serbie n'a pas capitulé immédiatement, il a repro l'agnithai au février race refebro vidfor. Very likely was considering leveling the cities of Serbia. And the way we know this is that Et la façon dont on le sait, c'est que Thomas Friedman, qui servait souvent de porte-voix au département d'État et à la Maison-Blanche, a publié dans l'un de ses nombreux éditoriaux du New York Times un article intitulé « Stop the Music ». Et il y disait, en substance, que si la Serbie ne capitulait pas, l'Amérique devrait envisager de raser le pays au point de le ramener à l'année 1950. Et si cela ne suffisait pas, il proposait de la ramener carrément au Moyen-Âge. Il affirmait que notre armée de l'air en avait la capacité et que c'est exactement ce qu'il fallait envisager de faire. Autrement dit, il parlait de ce qu'on pourrait qualifier de bombardement génocidaire. Quand Trump a parlé de mettre fin à la civilisation iranienne, ce n'était donc pas un langage inédit. Les États-Unis ont déjà fait ça d'ailleurs, dans d'autres pays. Il est très probable que quand Friedman disait ça, il relayait en fait quelque chose qu'il entendait à la Maison-Blanche ou au département d'État. C'est ce que je pense, oui. Et je crois que c'est assez plausible. La Serbie a fini par capituler. Beaucoup de politologues, y compris des chercheurs très compétents comme Robert Papp, estiment que la guerre aérienne n'a pas été la cause de cette capitulation. Moi, je n'en suis pas si sûr. Je pense que la menace de raser leur ville, comme les États-Unis semblaient peut-être le laisser entendre à travers Thomas Friedman, a pu les influencer et les effrayer suffisamment. Ça a peut-être contribué à leur décision de capituler. Donc oui, je pense que c'est tout à fait possible. Il n'est pas nécessaire de rappeler que les États-Unis sont un pays extrêmement impitoyable. Nous sommes prêts à aller très très loin pour obtenir ce que nous voulons. Et il y a un décalage énorme entre d'un côté le discours sur les droits de l'homme et de l'autre les politiques réelles, qui incluent par exemple la menace de raser des villes entières. C'est pourquoi, à mon avis, l'image que beaucoup de gens se font de la guerre du Kosovo, comme d'une guerre moralement pure, une véritable guerre humanitaire, est complètement détachée de la réalité et n'a rien à voir avec ce qui s'est réellement passé. Votre travail s'intéresse souvent à l'économie politique de la politique étrangère, et j'aimerais qu'on en parle un instant. Quel rôle jouent les entreprises de défense, les institutions de sécurité et bien sûr les intérêts bureaucratiques dans le maintien de ces engagements militaires à long terme, ces guerres sans fin en quelque sorte? C'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps.
J'ai tendance à penser qu'au fond, ils voient des motivations économiques dans la plupart des cas. Et je crois qu'il existe un lien extraordinaire, souvent ignoré et rarement analysé, entre l'économie et la politique étrangère. Le complexe militaro-industriel en est évidemment un exemple. Un autre, ce sont les investisseurs étrangers qui comptent sur l'intervention des États-Unis pour faire avancer, protéger ou parfois même venger leurs intérêts, notamment quand leurs entreprises sont nationalisées. Il y a d'ailleurs eu une étude très intéressante publiée dans le Quarterly Journal of Economics, qui est, je crois, la revue la plus citée en sciences sociales, réalisée par 3 économistes de tout premier plan. Pas des politologues ni des historiens, ce qui est intéressant, mais des économistes. Ils ont étudié 4 grandes opérations secrètes. Le renversement des gouvernements en Iran en 1953, au Guatemala en 1954, au Congo en 1960 et au Chili en 1973. Ce qu'ils ont découvert dans tous ces cas, c'est qu'il y avait des transactions boursières illégales dans des entreprises concernées qui ont profité de ces renversements. Autrement dit, quelqu'un utilisait des informations classifiées pour faire fortune en bourse. Et cela montre, en gros, que des personnes au sein de la CIA ou dans les plus hauts niveaux de la politique étrangère se servaient d'informations confidentielles pour pratiquer le délit d'initié. Ce qui, rappelons-le, est un crime fédéral. Et tout ça s'est produit sur plusieurs décennies. C'était l'un des événements les plus sensibles de toute l'histoire de la politique étrangère américaine. Et ça montre bien que quelles qu'aient été les intentions des responsables américains quand ils ont lancé ces opérations, la sécurité nationale n'était pas leur seule préoccupation. On pourrait appeler ça, si on veut être un peu direct, de la corruption. Moi, je préfère un terme plus poli, le mot arabe « bakshish ». J'appelle ça le facteur bakshish dans cette politique étrangère. Il ne faut surtout pas le sous-estimer. Je pense qu'il y a chez beaucoup de politologues une tendance à balayer ça un peu trop vite. Le livre de Lindsay O'Rourke, par exemple, qui est excellent sur bien des points, reste très sceptique sur ces aspects-là. Mais à mon avis, elle les écarte un peu trop rapidement, sans vraiment les examiner en profondeur. Il y a une longue histoire de corruption politique et de transactions boursières d'initiés liés à des opérations secrètes, et tout ça mérite d'être examiné beaucoup plus attentivement. L'une des raisons pour lesquelles c'est difficile, selon moi, c'est que la documentation est soit détruite, soit jamais mise par écrit, pour des raisons évidentes. Ce serait l'équivalent de documenter un crime fédéral. Qui voudrait faire ça, n'est-ce pas? Ce que ces économistes ont fait, c'est qu'ils se sont appuyés sur les cotations boursières de la bourse de New York. Et ils ont découvert que dans les 4 cas étudiés, en l'espace de 24 heures, ils pouvaient comparer le moment où l'opération avait été approuvée en secret et celui où elle avait été lancée. Ils ont découvert que, dans les 24 heures suivant l'autorisation de l'opération, il y avait une forte hausse des achats dans les entreprises concernées, sur l'hypothèse qu'elles allaient en tirer profit. Ils ont ensuite fait des analyses statistiques et ont conclu qu'il était très improbable que ce soit de simples fluctuations aléatoires. Ce n'étaient pas des variations dues au hasard. Quelqu'un était au courant de l'opération secrète à l'avance, grâce à des informations confidentielles, et a acheté des actions en fonction de ces informations. Et cela s'est produit à plusieurs reprises. Cela montre, à mon avis, ce que beaucoup d'autres études ont déjà mis en évidence. Il existe un lien très étroit entre les intérêts économiques et la politique étrangère des États-Unis, un lien qu'il ne faut pas négliger, selon moi. J'aimerais qu'on puisse en parler un peu plus longtemps, mais je sais qu'on manque de temps. Alors, peut-être une toute dernière question pour vous. L'Afghanistan a montré les limites de la puissance militaire,
quand il s'agit d'atteindre des objectifs politiques. Et on pourrait dire que la guerre en Ukraine a, elle aussi, révélé les limites de la capacité de l'OTAN à influencer les résultats géopolitiques. Un peu comme l'Afghanistan avait mis en évidence les limites des forces militaires occidentales et soviétiques. Comment voyez-vous cette leçon? Pensez-vous que les États-Unis vont en tirer quelque chose après les échecs en Afghanistan et en Ukraine? Ou bien croyez-vous que le militarisme et la machine qui alimente les interventions à l'étranger vont continuer à fonctionner comme avant, sans vraiment tenir compte du coût humain ni des échecs passés? Je pense que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le public qui se retourne contre ce genre de politique. On observe un scepticisme assez marqué, mené ironiquement par des anciens militaires. Beaucoup de vétérans de la guerre contre le terrorisme sont revenus profondément amers. Je le sais, parce que j'en ai dans mes cours. J'enseigne dans le sud de l'Arizona, une région où la présence militaire est très forte. Au fil des années, j'ai eu beaucoup de militaires dans mes classes et j'ai vu à quel point leurs expériences en Afghanistan et en Irak les avaient rendus amers. Donc oui, je vois le public se détourner de plus en plus de tout ça. Autrefois, c'était très facile pour la présidence américaine de rallier l'opinion publique. Il y avait cet effet de ralliement autour du drapeau. Chaque fois qu'il y a une crise, le public soutient le président. Eh bien ça, c'est fini. Il n'y a plus d'effet de ralliement autour du drapeau. Il n'y a pas eu de forte hausse de la popularité de Biden avec la crise en Ukraine, et il n'y en a pas eu non plus pour Trump dans le cas de l'Iran. La majorité du public était opposée à l'intervention. C'était la première fois que ça arrivait. Leur opposition était claire dès le départ. Autrement dit, d'habitude, le public soutient l'intervention au début, puis ce soutien s'effrite au fil du temps. Ce qui est unique ici, c'est que le public était déjà opposé dès le tout début de la guerre en Iran. L'effet de ralliement autour du drapeau a disparu, et c'est très significatif. Cela rendra beaucoup plus difficile pour les futurs présidents de s'engager dans ce genre d'intervention à l'étranger, ces aventures extérieures. Je pense que ce qu'on voit aussi, c'est que le public commence à comprendre qu'il y a un compromis entre les armes et le bien-être, et que ces interventions étrangères coûtent extrêmement cher. Le coût à long terme de la guerre contre le terrorisme, d'après les estimations de l'Université Brown, dans le cadre du projet Cost of War, dépasserait les 6 000 milliards de dollars sur le long terme. C'est plus que le produit intérieur brut du Royaume-Uni. Donc c'est une somme énorme. Je pense que les gens, au fond d'eux, comprennent bien que cet argent est en réalité prélevé sur leur niveau de vie. Et je crois que ce qu'on observe aujourd'hui, c'est une sorte de révolte populiste contre les interventions militaires à l'étranger. Je vois Donald Trump et tout le mouvement MAGA en partie comme le reflet du fait que Trump a été de toute évidence très interventionniste. Il a été un désastre en tant que président. Mais je pense que si beaucoup de gens ont voté pour lui, c'est parce qu'ils croyaient à tort qu'il serait un président de la paix. L'expression « America First » veut dire beaucoup de choses, mais pour beaucoup de gens, je crois que ça signifiait surtout plus de dépenses pour améliorer le niveau de vie des Américains et moins d'argent consacré aux aventures militaires à l'étranger. En gros, les armes devraient compter moins que le beurre. C'est ce que je vois se produire en ce moment, et j'espère que cela finira par constituer un obstacle insurmontable à toute future tentative présidentielle d'intervention. On verra bien. On verra bien. Professeur Gibbs, merci beaucoup pour cette conversation. J'ai été absolument fascinée par ce que vous avez partagé avec nous et j'espère vraiment que vous reviendrez parce que je trouve le sujet tout simplement passionnant, comme je l'ai déjà dit. Et c'est tellement, tellement important de continuer à le mettre en avant pour permettre à de plus en plus de gens de s'informer et de se familiariser avec les détails.
Merci infiniment pour votre temps aujourd'hui. With the details. Thank you so much for your time today. Merci, Lena.